Un millionnaire a installé des caméras cachées pour surveiller la domestique. Mais ce qu'il a vu, Théo Lambert, 30 ans, millionnaire de la technologie, vit isolé dans un manoir néoclassique au cœur de Lyon. Il y a 3 ans, un accident de voiture a tué sa femme et laissé sa fille Camille, 6 ans, paralysée de la taille aux pieds. Depuis alors, 7 auxiliaires desistiram. A menina não fala, não sorri, não reage. Os médicos dizem que ela nunca mais andará. Jusqu'à ce qu'Élise Martin apparaisse. 26 ans, d'origine humble, les mains marquées par le travail. Elle ne promet rien. Elle dit seulement « Je reste ». Dès les premiers jours, quelque chose d'impossible se produit. Camille sourit. Le soir, Théo entend des rires venant de la chambre de sa fille. Pour la première fois en 3 ans, il y a de la vie dans cette maison. Mais Théo ne fait pas confiance. Qui est cette femme? Pourquoi Camille réagit-elle ainsi? Poussé par la paranoïa et le désespoir, il installe des caméras secrètes dans tout le manoir. Il veut des preuves, il veut comprendre. Ce qu'il voit sur les enregistrements le détruit. Élise lisant pour Camille, lui apprenant à peindre, chantant les chansons que sa femme défunte chantait autrefois. Et le plus choquant, Camille bouge. Ses doigts, ses jambes, des mouvements que tous les médecins considéraient impossibles. Théo commence à compréhender que, au problema, nunca foi appena physico, et qu'Élise cache un passé tragique qui la relie profondément à la douleur de sa fille. Quand Élise découvre les caméras, leur monde s'effondre. Elle décide de partir. Camille s'effondre à son tour. Et alors, au moment le plus désespéré, l'impensable arrive. Camille se lève de son fauteuil roulant. Mais un miracle du corps ne guérit pas un cœur brisé. À présent, 3 êtres blessés doivent décider. Reconstruire la confiance à partir de rien ou laisser la peur gagner une fois de plus. Parce que parfois, ce qui nous guérit n'est pas ce que nous voyons, c'est ce que nous choisissons de croire. Le manoir Lambert se trouvait au sommet de la colline de Fourvière, où les anciennes maisons en pierre calcaire observaient Lyon d'en haut, telles des sentinelles fatiguées de surveiller une ville qui ne cessait de croître. C'était une construction néoclassique du 19e siècle, avec 3 étages, de hautes fenêtres à guillotine aux vitres ondulées, des balcons en fer forgé et un jardin latéral dominé par 2 tilleuls centenaires. En hiver, la brume de la Saône remontait la pente et enveloppait la propriété d'un manteau gris. Au printemps, les glycines violettes couvraient le portail principal, mais plus personne ne les taillait. Théo Lambert se réveillait toujours à 6h15 du matin, non par discipline, mais parce qu'il ne parvenait plus à dormir davantage. Le sommeil venait en morceaux, rêves fragmentés, le bruit de frein, du verre brisé, la voix de Sophie criant le nom de Camille, puis le silence. Il ouvrait les yeux dans la chambre principale, lit king size avec drap blanc en lin égyptien, mur gris perle, aucune photographie, et restait allongé encore 15 minutes, fixant le plafond en stuc travaillé. Parfois, il faisait semblant d'être encore endormi, que lorsqu'il ouvrirait vraiment les yeux, tout serait différent. Mais ça ne l'était jamais. À 7 heures, il descendait les escaliers en marbre avec une rampe en acajou sombre. Ses pas résonnaient dans le hall d'entrée. La maison était bien trop grande pour 2 personnes, bien trop grande pour le silence qu'il habitait. Dans la cuisine, vaste, avec carrelage métro blanc, plan de travail en granit et appareils électroménagers ultramodernes presque jamais utilisés, il préparait le café. Toujours le même rituel. Il moulait les grains dans un moulin italien, chauffait l'eau à 93 degrés, pressait avec précision chirurgicale dans la cafetière à piston. L'arôme fort et amer remplissait l'espace. C'était la seule odeur qui lui apportait encore quelque chose ressemblant au réconfort. Il s'asseyait à la table de la salle à manger, table ovale en chêne massif pour 12 personnes, mais il occupait toujours la même chaise, tournant le dos à la fenêtre donnant sur le jardin, et ouvrait son ordinateur portable. Des emails corporatifs auxquels il ne répondait plus, des rapports financiers que son avocat insistait pour lui envoyer, des notifications de réseaux sociaux qu'il avait supprimées il y a 2 ans. À 8h30, l'ancienne aide-soignante, Madame Dubois, une dame d'une 60aine d'années, cheveux gris attachés en un chignon serré, parfum excessif de violette, montait jusqu'à la chambre de Camille. Il entendait le grincement des lames du plancher de l'étage supérieur, la porte qui s'ouvrait, la voix forcée, joyeuse. « Bonjour ma chérie, c'est l'heure de se lever. » Et puis, invariablement, le cri,
Camille ne criait pas des mots. C'était un son guttural, un animal traqué. Madame Dubois redescendait les escaliers avec le visage rouge, les lèvres serrées et disait toujours la même chose. « Monsieur Lambert, je ne peux plus. C'est impossible. » Théo ne discutait pas. Il signait le chèque de licenciement, remerciait poliment et l'observait par la fenêtre tandis qu'elle franchissait le portail en fer, disparaissant dans la rue de l'Anticaille. Puis, il montait seul. La chambre de Camille se trouvait au 2e étage, dans l'aile est de la maison, où le soleil du matin entrait fortement entre les rideaux de voile blanc. C'était une chambre que Sophie avait décorée avec un amour excessif. Papier peint floral, dans des tons de rose clair et de vert menthe, étagère blanche remplie de livres pour enfants jamais lus, un lit à baldaquin de tulle, des peluches organisées par taille sur le sofa crème près de la fenêtre. Mais tout cela semblait faux maintenant. Un décor abandonné. Camille était toujours au même endroit, assise dans le fauteuil roulant près du lit, regardant la fenêtre, les mains posées sur ses genoux, inerte. Elle portait un pyjama en coton rayé bleu et blanc que Théo lavait chaque semaine à la machine. Ses cheveux blonds étaient ébouriffés, tombant sur ses épaules maigres. « Camille, disait-il, en s'agenouillant à côté du fauteuil, « il faut manger quelque chose, ma puce. » Elle ne répondait pas, ne le regardait pas. C'était comme s'il n'était pas là. Il apportait un plateau avec porridge, fruits coupés, jus d'orange fraîchement pressé. Il le déposait sur la table de chevet. Attendait. Parfois, elle prenait 2 cuillerées. Parfois, aucune. Il ne la forçait jamais. Puis, il l'emmenait à la salle de bain, l'aidait à se laver, l'habillait de vêtements propres, lui brossait les cheveux avec soin, se rappelant vaguement comment Sophie faisait des tresses françaises, pendant que Camille riait et disait que ça lui faisait des chatouilles. Mais maintenant, Camille restait immobile, comme une poupée. À 11 heures, il la conduisait dans la salle de physiothérapie au rez-de-chaussée, une pièce qui autrefois était le bureau de Sophie, maintenant transformée en clinique improvisée avec tatami, ballon suisse, barre parallèle, miroir au mur. Mais Camille refusait. Elle criait, pleurait, frappait avec ses poings sur les accoudoirs du fauteuil. Théo abandonnait, toujours. Et alors, ils restaient tous deux dans le silence du salon, lui sur le canapé en velours anthracite avec un verre de whisky, même avant midi, elle dans le fauteuil roulant devant la fenêtre, regardant le jardin où elle avait un jour couru. C'est la Dreux Moreau, psychiatre infantile de l'hôpital Édouard Herriot, qui suggéra Élise Martin. « Elle n'est pas comme les autres », dit la médecin pendant la consultation, tandis que Camille dessinait des cercles sans sens sur une feuille de papier. « Elle a une approche différente. » Théo arqua un sourcil. « Différente comment ? Elle ne promet rien. Elle ne force rien. Elle reste. » Et ce fut tout. Aucune mention de diplôme impressionnant. Aucun CV rempli de spécialisation internationale. Juste un nom, un numéro de téléphone et l'expression fatiguée de la Dreux Moreau qui disait « Essayez, vous n'avez rien à perdre ». Élise Martin arriva un mardi pluvieux de mars, à 2 heures de l'après-midi, dans une Renault Clio gris foncé qui grinça en se garant sur l'allée de gravier du manoir. Elle sortit de la voiture avec un sac à dos usé, un jean foncé, des baskets blanches abîmées, un manteau militaire vert olive. Ses cheveux bruns étaient attachés en une simple queue de cheval. Pas de maquillage, pas de bijoux, pas de sourire étudié. Théo l'observa depuis la fenêtre de la bibliothèque. Elle ne semblait pas impressionnée par le manoir, ne leva pas les yeux pour admirer l'architecture, n'hésita pas. Elle se contenta de marcher jusqu'à la porte et de sonner. Il ouvrit. « Monsieur Lambert ?» demanda-t-elle d'une voix ferme mais sans affectation. « Oui, Élise Martin. » Elle lui tendit la main. La poignée était ferme, les mains rugueuses, pas des mains de bureau. Des mains qui portèrent du poids. « Entrez, dit Théo en s'écartant. Elle entra sans cérémonie, jeta un œil autour du hall, le lustre vénitien en cristal, le sol en marbre noir et blanc en damier, l'escalier courbe au tapis bordeaux, mais ne fit aucun commentaire. Elle attendit simplement. « Voulez-vous un café ?» proposa-t-il, plus par politesse que par hospitalité. « Non, merci. Je préfère voir Camille d'abord. » Théo cligna des yeux. Aucune des autres aides n'avait demandé cela. Toutes voulèrent d'abord discuter des conditions de travail, du salaire, des horaires. Élise allait droit au but. Il monta les escaliers devant, entendant ses pas légers derrière. Il s'arrêta devant la porte de la chambre de Camille. « Elle n'aime pas les étrangers, avertit-il.
Elle va crier, peut-être pleurer, peut-être lancer quelque chose. Élise le regarda avec ses yeux bruns profonds, sérieux. D'accord. Et elle ouvrit la porte. Camille était dans sa position habituelle. Fauteuil roulant, fenêtre, regard vide. Mais quand Élise entra, quelque chose changea. Camille tourna la tête. À peine. Quelques degrés. Mais elle tourna. Élise ne s'approcha pas. Elle resta debout près de la porte, les mains dans les poches de son manteau, observant. « Bonjour Camille », dit-elle d'une voix basse, presque un murmure. « Je m'appelle Élise. Je ne vais rien te demander. Je vais juste rester ici un moment, d'accord ?» Silence. Théo attendait le cri, les pleurs, le rejet. Mais rien. Élise marcha lentement jusqu'à l'étagère de livres, en prit un exemplaire du Petit Prince et s'assit par terre, jambes croisées, à 3 mètres de Camille. Elle ouvrit le livre et commença à lire. Pas pour Camille, juste lire, à voix basse, comme si elle était seule. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image. Théo resta figé dans l'embrasure de la porte. Camille ne bougea pas. Mais ses yeux, pour la première fois depuis des mois, n'étaient pas vides. Ils étaient attentifs. Élise lut pendant 15 minutes. Puis elle referma le livre, se leva et sortit de la chambre sans rien ajouter. Dans le couloir, elle regarda Théo. « Je commence demain. 8 heures. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Théo ne sut quoi dire. Il hocha simplement la tête. Elle descendit les escaliers, sortit par la porte principale, monta dans la Renault grise et partit. Et pour la première fois depuis 3 ans, Théo Lambert ressentit quelque chose d'étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de l'espoir. L'espoir faisait trop mal. C'était de la curiosité. Élise arriva ponctuellement à 8 heures du matin le lendemain. Elle portait un sac en toile contenant ce qui semblait être du matériel artistique. Peinture, pinceau, carnet. Théo l'accueillit à la porte, encore une tasse de café à la main. « Bonjour », dit-il, essayant d'avoir l'air cordial tout en gardant ses distances. « Bonjour, monsieur Lambert. »« Théo. Vous pouvez m'appeler Théo. » Elle acquiesça, mais ne sourit pas. « J'ai besoin d'une chose de vous, » dit-elle, en enlevant son manteau militaire et en le suspendant sur le porte-manteau en bronze près de la porte. « Quoi ? Que vous me laissiez travailler sans interférence, sans question, sans pression. » Théo fronça les sourcils. « C'est ma fille. Je le sais. Et c'est pour ça que je vous le demande, parce que vous êtes trop proche pour voir ce dont elle a besoin. » La phrase le transperça. Théo voulut répliquer, mais quelque chose dans le regard d'Élise, ferme, honnête, sans malveillance, l'en empêcha. « Pour combien de temps ? 2 semaines. Ensuite, nous pourrons parler. » Il hésita, puis acquiesça. Élise monta seule. Théo resta dans la bibliothèque, feignant de lire des rapports financiers, mais tendant l'oreille au moindre bruit venant de l'étage. Il n'y eut ni cri, ni pleurs, seulement du silence. À 10 heures, il ne supporta plus. Il monta discrètement les escaliers, s'approcha de la porte entr'ouverte de la chambre de Camille et jeta un coup d'œil. Élise était assise par terre, encore une fois, cette fois avec un carnet de dessin et des crayons de couleur éparpillés autour d'elle. Camille était toujours dans le fauteuil roulant, mais cette fois face à Élise. Elle ne dessinait pas, elle observait. Élise dessinait une maison, simple, avec un toit triangulaire, des fenêtres carrées, une porte rouge, des arbres à côté. Elle parlait en dessinant avec une voix tranquille. « Quand j'étais petite, j'habitais dans une maison comme ça. Très petite, à Villeurbanne. Il y avait un minuscule jardin, mais ma mère y plantait des tomates. Des énormes tomates, rouges comme une boule de feu. Ma sœur Léa adorait les cueillir et les manger directement sur la plante, avec du sel. » Camille cligna des yeux. Élise continua. « Léa avait 6 ans, comme toi. Elle aimait peindre. Elle disait que quand elle serait grande, elle deviendrait artiste. Qu'elle peindrait le monde entier avec des couleurs qui n'existaient pas encore. » Pause. « Elle n'a pas pu. Mais je pense que toi, tu peux. » Alors Élise poussa doucement le carnet de dessin et un crayon vert vers Camille. Elle ne dit rien, n'insista pas. Elle laissa simplement là et se remit à dessiner sa propre maison. Théo observa encore 5 minutes. Camille n'attrapa pas le crayon. Mais ses yeux suivaient les mouvements d'Élise. Il y avait quelque chose de subtil, quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Il redescendit, retourna à la bibliothèque et ouvrit son ordinateur. Et alors, il prit une décision. Il appela une entreprise de sécurité discrète
qu'il utilisait pour sa société. Il demanda de petites caméras haute définition, sans fil, pouvant être installées discrètement dans les pièces principales du manoir. Il dit que c'était pour surveiller la sécurité de la propriété après des cambriolages dans le quartier. Mais la vérité était tout autre. Il devait savoir ce qu'Élise faisait avec sa fille. Les caméras furent installées un vendredi, pendant la pause déjeuner d'Élise. Un technicien en combinaison bleue, discret et efficace, plaça de petits dispositifs dissimulés dans un vase décoratif du salon, le dessus de l'étagère de la bibliothèque, le coin supérieur de l'armoire dans la chambre de Camille, le cadre d'un tableau dans le couloir du 2e étage. Tout était connecté à l'ordinateur portable de Théo via un Wi-Fi crypté. Il pouvait regarder en temps réel ou revoir les enregistrements des 7 derniers jours. Le premier soir, après qu'Élise fut partie à 6 heures, Théo s'enferma dans la bibliothèque avec une bouteille de Macallan 18 ans et ouvrit les enregistrements. Il commença par le salon. Élise était assise sur le canapé, Camille dans son fauteuil roulant à côté. Elle ne parlait pas. Elle restait simplement là, en silence, observant le jardin par la fenêtre. Après 15 minutes, Élise se mit à fredonner une mélodie, tout doucement, presque inaudible. Camille tourna la tête. Élise le remarqua mais ne s'arrêta pas. Elle continua de fredonner. C'était un vieux chant, à la Clairefontaine, l'un de ceux que Sophie chantait à Camille avant de dormir. Théo sentit un nœud se former dans sa gorge, puis il lança l'enregistrement de la chambre. Il faisait nuit. Camille était déjà couchée, mais les yeux ouverts, fixant le plafond. Élise entra, s'assit au bord du lit et commença à lui coiffer délicatement les cheveux avec les doigts. « Tu as peur du noir ?» demanda Élise doucement. Camille ne répondit pas. « Moi aussi. Parfois. Pause. Mais tu sais ce qui m'aide ? Je pense à une lumière, petite, au fond de moi. Et je me dis qu'elle ne va jamais s'éteindre. » Camille ferma les yeux. Élise continua de lui peigner les cheveux, lentement, rythmiquement, jusqu'à ce que la respiration de la fillette devienne profonde et régulière. Puis, Élise tira la couverture jusqu'aux épaules de Camille, se pencha et murmura « Bonne nuit, petite lumière ». Et elle sortit de la chambre, éteignant la lumière. Théo referma l'ordinateur. Ses yeux étaient humides. Il se sentait intrusif, voyeur, mais en même temps, il avait besoin de savoir. Au 10e jour de travail, Élise apporta de l'aquarelle et du papier épais. Camille était plus réceptive désormais. Elle ne parlait pas mais suivait Élise du regard, parfois hochait la tête lorsqu'on lui posait une question simple. Élise plongea un pinceau dans un bleu céleste et commença à peindre sur la feuille de larges mouvements abstraits. Le bleu, c'est la couleur du ciel, mais aussi de la mer. Deux choses opposées. Le ciel te tire vers le haut, la mer te tire vers le bas. Mais les deux sont belles. Elle tendit un autre pinceau vers Camille. « Tu veux quelle couleur ?» Silence. Élise attendit, ne pressa pas. Et puis, lentement, la main droite de Camille bougea. Tremblante, elle saisit le pinceau. Théo, qui regardait à travers la caméra, retint son souffle. Camille plongea le pinceau dans le verre et traça un trait sur le papier. Petit, irrégulier, mais il était là. Élise sourit, pas de manière excessive. Un sourire sincère, discret. Vert, c'est joli. Et elles continuèrent à peindre, sans un mot. Ce soir-là, après le départ d'Élise, Théo monta pour mettre Camille au lit, et il aperçut sur la table de chevet un carnet qui n'y était pas auparavant. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des pages remplies de traits colorés. Rien de figuratif, juste des couleurs et des formes. Mais sur l'une des dernières pages, quelque chose de différent. Une tentative de dessin. Une fillette, debout, avec une robe bleue. Et à côté, écrit d'une écriture tremblante, presque illisible, « Espoir ». Théo s'assit sur le lit, tenant le carnet. Et pour la première fois en 3 ans, il pleura. Pas de tristesse, de quelque chose dont il ne connaissait plus le nom. Un samedi après-midi, tandis qu'Élise s'occupait de Camille, Théo descendit à la brasserie chez Paul, au cœur du vieux Lyon, pour prendre un café et tenter d'aérer son esprit. Il s'assit près de la fenêtre, commanda un double expresso et ouvrit un journal local que quelqu'un avait laissé sur une chaise voisine. En feuilletant distraitement les pages, nouvelles sur les grèves de transport, festivals culturels, rénovations urbaines, quelque chose attira son attention dans la section « Mémoire locale ». Une vieille photo en noir et blanc, un immeuble résidentiel ravagé par le feu.
Le titre, 5 ans depuis l'incendie de Villeurbanne, la famille Martin se souvient de la tragédie. Théo commença à lire. Il y a 5 ans, un incendie causé par un court-circuit a détruit un immeuble de la rue de la République, à Villeurbanne. Parmi les victimes se trouvait Léa Martin, 6 ans, qui n'a pas pu échapper à la chambre où elle dormait. Sa sœur aînée, Élise Martin, alors âgée de 21 ans, a subi des brûlures au second degré en tentant de la sauver, mais n'a pas réussi à l'atteindre à temps. Théo sentit son estomac se retourner. Depuis, Élise travaille comme volontaire dans des centres d'aide aux enfants ayant subi des traumatismes émotionnels, refusant des offres d'emploi plus lucratives. « Je ne peux pas aider ma sœur », avait-elle dit dans une interview il y a 2 ans, « mais je peux aider d'autres enfants à sentir que le monde peut encore être un endroit sûr. » Théo referma le journal. Les mots d'Élise, quelques jours plus tôt, résonnèrent dans son esprit. Léa avait 6 ans. Comme toi, elle aimait peindre. Il ne savait pas. Elle ne lui avait jamais dit, et soudain tout prit sens. Le calme d'Élise, sa patience, la manière dont elle apprivoisait la douleur silencieuse de Camille. Elle savait, elle connaissait cette douleur. Théo prit son téléphone, hésita, puis écrivit « Élise, pouvons-nous parler demain ?» La réponse arriva 5 minutes plus tard. Bien sûr, 8 heures. Mais il ne pouvait pas attendre jusqu'à demain. Cette nuit-là, il ouvrit de nouveau les enregistrements. Non par méfiance, mais parce que pour la première fois, il voulait comprendre. Sur l'enregistrement de la chambre, quelque chose d'impressionnant se produisait. Élise lisait à Camille, comme toujours. Mais cette fois, elle fit quelque chose de différent. Elle posa le livre à côté et regarda directement la fillette. « Camille, je peux te demander quelque chose ?» La fillette la fixa. « Tu peux essayer de bouger tes doigts pour moi. Comme ça, regarde. » Élise bougea lentement ses propres doigts. Silence. « Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Essaie juste. » Théo, qui regardait, se pencha vers l'écran. Et alors, lentement, Camille leva la main droite. Ses doigts tremblaient. Elle tenta de les ouvrir, de les refermer, de les ouvrir encore. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était quelque chose. Élise ne cria pas de joie. Elle ne s'extasia pas. Elle sourit simplement et dit « C'est bien, très bien ». Puis elle reprit sa lecture. Mais Théo vit autre chose. Sur le visage de Camille, pour la première fois depuis l'accident, il y avait autre chose que le vide. Il y avait un effort. Elle essayait. Théo referma l'ordinateur portable. La bouteille de whisky était à moitié vide. Il regarda le plafond de la bibliothèque, respira profondément et murmura « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec elle ?» Et pour la première fois, il réalisa que la question n'était pas née de la peur, mais de la gratitude et aussi de la culpabilité. Car il espionnait, il envahissait, et il ne savait pas comment arrêter. Le printemps s'installait définitivement sur Lyon. Les matins arrivaient plus tôt, la lumière dorée traversait les fenêtres de la mansion Lambert avec une intensité qui rendait les pièces moins oppressantes. Les tilleuls du jardin commençaient à bourgeonner. Et pour la première fois en 3 ans, Théo remarqua que les glycines violettes au portail principal avaient fleuri. Personne ne les avait taillées, mais elles avaient fleuri quand même, obstinément, malgré l'abandon. Élise arrivait chaque matin à 8 heures précises dans sa vieille Renault Clio grise, se garait sur le gravier avec le même bruit de moteur fatigué et entrait dans la maison avec son sac en toile rempli de livres, de peintures, de crayons de couleur. Elle saluait Théo d'un simple « bonjour » sans sourire forcé, sans faux enthousiasme, et montait directement au 2e étage. Et chaque soir, Théo s'enfermait dans la bibliothèque avec son MacBook et une bouteille de whisky écossais, ouvrait les enregistrements des caméras et regardait. Il se justifiait en se disant que c'était de la prudence paternelle, que Camille avait déjà eu 7 soignantes qui avaient échoué, que cette femme, cette Élise Martin avec ses mains abîmées et son regard trop profond, pouvait être n'importe qui, une opportuniste, une manipulatrice. Quelqu'un qui profitait de la vulnérabilité d'une famille brisée. Mais au fond, il savait que ce n'était pas ça. Il regardait parce qu'il ne comprenait pas. Comment Camille, qui hurlait quand on essayait de la toucher, laissait maintenant Élise la prendre dans ses bras pour la transférer de la chaise au lit? Comment cet enfant qui refusait toute nourriture depuis des mois mangeait maintenant des crêpes au sucre que Élise préparait dans la cuisine, en riant doucement pendant qu'elle tournait dans la poêle? Et surtout, comment Camille bougeait, pas encore marché, mais ses mains ne restaient au plus inertes. Elle les levait, attrapait des objets,
dessinait avec les crayons que Élise lui donnait. Ses jambes ne supportèrent pas encore son poids, mais lorsqu'Élise lui demandait de pousser contre sa paume avec ses pieds, Camille poussait. Les médecins avaient dit que c'était impossible, que les dommages à la moelle épinière étaient irréversibles, que Camille ne marcherait plus jamais. Mais quelque chose changeait, et Théo ne savait pas si c'était le corps de sa fille ou son esprit qui commençait à guérir. Un mardi matin, début avril, Théo descendit à la cuisine plus tôt que d'habitude, 6 heures du matin, et trouva Élise déjà là. Elle était assise à la grande table en chêne, une tasse de thé entre les mains, regardant par la fenêtre le jardin où la brume matinale flottait encore entre les arbres. Elle portait un pull en laine beige trop grand pour elle, un jean délavé, ses cheveux châtains détachés tombant sur ses épaules. Elle ne l'avait pas entendu entrer. « Vous êtes en avance », dit Théo. Élise sursauta légèrement puis se retourna. « Pardon, j'avais du mal à dormir, je suis arrivée tôt, j'ai fait du thé, j'espère que ça ne vous dérange pas. » « Non, pas du tout. » Il prépara son café dans le silence tendu. Le bruit de la machine à broyer les grains emplit la cuisine, puis l'eau chaude pressant la mouture. L'arôme amer se répandit. Il s'assit en face d'elle. « Vous habitez loin ?»« Villeurbanne. 20 minutes en voiture. C'est là que vous avez grandi. » Elle le regarda avec une expression indéchiffrable. « Oui. » Un silence. « J'ai lu... » « À propos de votre sœur, » dit Théo, les mots sortant plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu. « L'incendie, il y a 5 ans. » Les mains d'Élise se crispèrent autour de la tasse. Elle ne répondit pas tout de suite. « Vous avez fait des recherches sur moi ?»« C'était dans le journal, par hasard. »« Par hasard ?» répéta-t-elle, avec une pointe d'ironie amère. « Je suis désolé. »« Je ne voulais pas. » « Pourquoi vous êtes désolé? Pour l'incendie ou pour avoir fouillé dans ma vie ?» La question le prit au dépourvu. « Les deux, » admit-il. Élise but une gorgée de thé, les yeux fixés sur la fenêtre. Léa avait 6 ans, comme Camille. Elle dormait quand ça a commencé. Court-circuit dans le couloir. Les flammes ont bloqué la porte. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Mais sa voix se brisa légèrement. Je n'ai pas pu l'atteindre à temps. Ce n'était pas votre faute. C'est ce que tout le monde dit, murmura-t-elle. Mais ça ne change rien. Elle est morte et je suis vivante. Théo voulait dire quelque chose, mais les mots lui manquaient. Il connaissait ce sentiment, cette culpabilité de survivant, cette sensation que chaque respiration était une trahison. C'est pour ça que vous travaillez avec des enfants traumatisés. Oui, parce que je ne peux pas la sauver, elle. Mais peut-être que je peux aider d'autres enfants à ne pas rester enfermés dans leur douleur. Elle le regarda droit dans les yeux. Comme Camille. Théo détourna le regard. Elle va mieux, grâce à vous. Non, dit Élise fermement. Elle va mieux parce qu'elle a décidé d'essayer. Je ne fais que lui donner un espace pour ça. Qu'est-ce que vous faites exactement avec elle? Je reste, c'est tout. Ce n'est pas tout. Élise fronça les sourcils. Pourquoi cette question? Vous ne me faites pas confiance. La question flotta dans l'air comme une accusation. Théo hésita. Je veux juste comprendre. Comprendre quoi? Comment vous faites ça? Comment elle vous laisse entrer alors qu'elle nous repoussait tous? Élise posa sa tasse sur la table avec un bruit sec. Peut-être parce que je ne la force pas. Peut-être parce que je ne la traite pas comme une enfant cassée. Peut-être parce que je ne vois pas seulement ce qu'elle a perdu, mais ce qu'elle peut encore devenir. Les mots frappèrent Théo comme une gifle. Vous pensez que je la traite comme si elle était cassée? Je pense que vous la regardez avec tellement de culpabilité que vous oubliez de la voir. Théo se leva brusquement. Vous ne savez rien de ce que j'ai traversé. Vous avez raison, dit Élise calmement, sans se lever. Je ne sais pas, mais je sais ce que Camille traverse. Et elle a besoin que vous arrêtiez de vous noyer dans votre douleur assez longtemps pour remarquer qu'elle essaie de sortir de la sienne. Le silence qui suivit était lourd, électrique. Théo sortit de la cuisine sans un mot. Les jours suivants furent tendus. Théo évitait Élise. Elle faisait de même. Ils se croisaient dans les couloirs, échangeaient des salutations froides, et c'était tout. Mais Camille continuait de progresser. Un après-midi, Théo regarda les enregistrements de la journée et vit quelque chose qui le figea. Élise et Camille étaient dans la salle de physiothérapie. Camille était allongée sur le tapis, Élise à côté d'elle. Elle faisait des exercices d'étirement, simples mais réguliers. « Essaie de lever ta jambe droite, dit Élise. Juste un peu.
Tu peux. Camille grimaça. Ses muscles tremblaient. Je peux pas, murmura-t-elle. C'était la première fois que Théo entendait sa fille parler en 3 ans. Sa voix était rouillée, hésitante, mais c'était sa voix. Tu peux, insista Élise doucement. Pas pour moi, pas pour ton papa, pour toi, parce que tu veux te lever un jour. Camille ferma les yeux, et lentement, très lentement, sa jambe droite se souleva de quelques centimètres du sol, trembla, retomba, mais elle avait bougé. Élise sourit. Tu vois, tu peux. Théo arrêta la vidéo. Ses mains tremblaient. Sa fille avait parlé. Sa fille avait bougé. Et il n'était même pas là. Le lendemain soir, Théo monta au 2e étage après qu'Élise soit partie. Camille était dans son lit, un livre ouvert sur les genoux. Quand il entra, elle leva les yeux. « Papa », dit-elle. Le mot le transperça. « Oui, ma puce. Élise, elle est gentille. Je sais. Tu l'aimes bien ?» La question le prit de court. « Oui, elle t'aide beaucoup. » Camille baissa les yeux sur son livre. « Moi aussi, je l'aime bien. Elle me fait me sentir normal. » Théo s'assit au bord du lit, prit la main de sa fille. « Tu es normale, Camille. » »« Non, pas vraiment. » Sa voix était triste, mais pas amère. « Mais avec elle, j'oublie parfois. » Théo ne trouva pas de réponse. Il caressa simplement les cheveux de sa fille jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et pour la première fois, il se demanda s'il n'était pas en train de faire quelque chose de terriblement mal. Mai arriva avec une chaleur inhabituelle. Les fenêtres de la mansion restaient ouvertes, et l'air portait l'odeur des tilleuls en fleurs mélangées au parfum des roses sauvages du jardin. Camille pouvait maintenant s'asseoir sans aide, tenir un livre, dessiner pendant des heures. Elle parlait davantage. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que la maison ne soit plus silencieuse. Elle riait parfois quand Élise racontait des histoires absurdes ou faisait des grimaces exagérées. Théo se surprenait à descendre à la cuisine, à des heures où il savait qu'Élise y serait, juste pour être là. Ils avaient commencé à parler, de petites choses, de Lyon, de la pluie, des livres qu'ils aimaient. Élise avait un humour sec, ironique, qui le faisait sourire malgré lui. Elle parlait peu d'elle-même, mais quand elle le faisait, c'était avec une honnêteté brutale qui le désarmait. Un soir, alors qu'ils préparaient ensemble le dîner dans la cuisine, elle coupait des tomates pour une salade niçoise, lui faisait revenir du poulet au romarin. Elle dit « J'ai reçu une offre ». Théo leva les yeux. « Une offre ?» « Un poste dans une clinique spécialisée pour enfants traumatisés, à Bordeaux. C'est exactement ce dont j'ai toujours rêvé. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Théo. « Bordeaux. Oui. Ils veulent que je commence dans 3 semaines. Vous allez accepter ?» Élise ne répondit pas tout de suite. Elle continua de couper les tomates, les mouvements précis, concentrés. « Je ne sais pas. C'est une grande opportunité. Mais... » Elle posa le couteau. « Camille, je ne sais pas si elle est prête pour que je parte. »« Et vous ?» demanda Théo. « Vous êtes prête ?» Elle le regarda enfin, et il vit quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait pas vu avant. Une vulnérabilité, une hésitation. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était chargé. « Si vous partez, » dit Théo lentement, « je comprendrai. Vous avez déjà fait tellement pour elle. Pour nous. Ce n'est pas juste une question de travail, » murmura Élise. « Alors c'est quoi ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais s'arrêta, secoua la tête. « Laissez tomber. Je dois y réfléchir. » Et elle quitta la cuisine, le laissant seul avec le poulet qui brûlait dans la poêle. Les jours suivants, Élise était distante. Elle continuait de travailler avec Camille. Professionnelle, attentionnée, mais il y avait un mur entre elle et Théo. Elle ne restait plus pour le thé du matin. Elle ne partageait plus de repas avec eux. Elle arrivait à 8 heures, partait à 6 heures, et c'était tout. Camille le remarqua. « Papa, Élise est triste ?»« Je ne sais pas, ma puce. Je crois qu'elle est triste. » Elle sourit, mais ses yeux sont tristes. « Comment tu le sais ?»« Parce que c'est comme tes yeux avant. » Avant qu'elle arrive, la remarque le frappa comme un coup de poing. Cette nuit-là, Théo ouvrit les enregistrements, pas pour surveiller, mais parce qu'il ne savait pas comment parler à Élise. Il regarda la vidéo de l'après-midi. Élise et Camille dans le jardin. Camille assise sur une couverture étendue sous un tilleul, Élise allongée à côté d'elle, les yeux fermés. « Élise ? Oui ? Tu vas partir ?» Élise ouvrit les yeux. «
Pourquoi tu demandes ça? Parce que tu es triste. Et quand les gens sont tristes ici, ils partent. Élise se tourna vers Camille. Qui est partie? Maman. Elle est partie et elle n'est jamais revenue. Oh, ma chérie. Élise prit la main de Camille. Ta maman ne voulait pas partir. C'était un accident. Je sais, mais elle est partie quand même. Et toutes les autres dames sont parties aussi. Madame Dubois, Madame Petit, toutes. Et tu as peur que je parte aussi? Camille hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Élise s'assit, attira Camille contre elle. Écoute-moi, si je pars, ce ne sera pas parce que je ne t'aime pas, d'accord? Ce sera parce que, parfois, les adultes doivent faire des choix difficiles. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas importante. Mais je veux que tu restes, sanglota Camille. Je sais, moi aussi je veux rester. Alors reste. Élise ne répondit rien. Elle se contenta de serrer Camille plus fort. Théo ferma l'ordinateur. Il se sentait malade. Le week-end suivant, Élise vint à la mention un samedi matin, ce qui était inhabituel. Elle demanda à parler à Théo dans la bibliothèque. Elle s'assit dans le fauteuil en cuir bordeaux face au bureau, les mains jointes, le visage fermé. « J'ai pris ma décision », dit-elle sans préambule. « Bordeaux? Oui, je pars dans 2 semaines. » Quelque chose se brisa en lui. « 2 semaines? C'est tout? Je suis désolé, mais c'est mieux ainsi. Plus je reste, plus ce sera difficile pour Camille de... De quoi? De s'attacher à vous? C'est déjà fait, Élise. Elle vous aime. Je sais, murmura-t-elle. Et c'est pour ça que je dois partir avant que ça devienne... Avant que ça devienne quoi? Compliqué. C'est déjà compliqué. Élise le regarda, surprise par le ton de sa voix. Théo, non, vous ne pouvez pas juste partir. Pas comme ça. Camille a besoin de vous. Camille ira bien. Elle est plus forte maintenant. Elle et moi. Le silence tomba comme une pierre. Élise le fixa, les yeux écarquillés. « Quoi? Est-ce que j'irai bien ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Parce que je ne sais pas si je le serai. Vous avez ramené la vie dans cette maison, dans ma fille, en moi. Et maintenant vous voulez juste disparaître. Théo, ce n'est pas... » Si, c'est exactement ça. Élise se leva, agitée. « Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Je ne peux pas m'attacher à quelqu'un qui ne me fait pas confiance. De quoi vous parlez? Je sais que vous me surveillez. » Le sang de Théo se glaça. « Quoi? Ne me prenez pas pour une idiote. Je sens qu'on m'observe. Les questions que vous posez. La façon dont vous savez des choses que je n'ai jamais mentionnées. Vous me surveillez. » Depuis le début, Théo ne put nier. Les mots moururent dans sa gorge. Élise eut un rire amer. « Je savais. Mon Dieu, je le savais. » « Élise, laissez-moi expliquer. » « Expliquer quoi? Que vous avez installé des caméras pour m'espionner? Que vous avez violé ma vie privée parce que... Quoi? Vous pensiez que j'étais dangereuse? Que j'allais faire du mal à votre fille? Non. J'avais peur. Peur de quoi? De vous faire confiance. De laisser quelqu'un entrer et de perdre à nouveau, hurla-t-il. J'ai déjà tout perdu, Élise. Ma femme, ma fille, d'une certaine manière. Et puis vous êtes arrivés et tout a changé. Et je ne savais pas comment gérer ça, alors oui, j'ai installé des caméras. J'ai regardé, j'ai espionné. Et je sais que c'est impardonnable, mais Vous ne me faisiez pas confiance, termina-t-elle, la voix brisée. Non, au début, non. Mais maintenant... Maintenant quoi? Maintenant, je ne peux pas imaginer cette maison sans vous. Les larmes coulaient sur les joues d'Élise. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de me dire ça maintenant. Je suis désolé. Ce n'est pas suffisant. Elle se dirigea vers la porte. « Élise, s'il vous plaît, je pars mardi, dit-elle sans se retourner. Je viendrai dire au revoir à Camille, mais après ça, c'est fini. » Et elle sortit. Camille sut immédiatement. Quand Théo monta au 2e étage, il la trouva recroquevillée dans son lit, le visage enfoui dans l'oreiller. « Elle s'en va, c'est ça ?» demanda-t-elle d'une voix étouffée. « Oui. C'est à cause de toi ?» Le coup fut brutal. « Oui, je pense que oui. » Camille se retourna, le regarda avec des yeux rouges de larmes. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Théo s'assit sur le bord du lit. « J'ai eu peur, et quand on a peur, on fait parfois des choses stupides. »« Comme quoi ?» Il hésita. « J'ai installé des caméras pour surveiller Élise, parce que je ne lui faisais pas confiance. » Camille le fixa,
incrédule. « Tu l'espionnais ?»« Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que j'avais peur qu'elle te fasse du mal, qu'elle soit comme les autres, qu'elle parte. »« Mais maintenant elle part quand même, » dit Camille, la voix tremblante. « Et c'est pire, parce que c'est ta faute. Je sais. Tu dois arranger ça. Je ne sais pas comment. »« Alors trouve un moyen, » cria Camille, les larmes coulant librement. « Tu ne peux pas la laisser partir. Tu ne peux pas. » Elle se mit à sangloter, son corps frêle secoué par des spasmes. Théo la prit dans ses bras, impuissant, sentant le poids écrasant de ce qu'il avait détruit. Le mardi arriva trop vite. Élise vint à 9 heures. Elle portait son casaque militaire vert, ses cheveux attachés en queue de cheval. Elle avait l'air épuisée. Théo la croisa dans l'entrée. « Élise, ne dites rien, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît. Je veux juste... » « Non, je suis venue pour Camille. C'est tout. » Elle monta les escaliers. Théo resta en bas, paralysé, écoutant les pas légers d'Élise monter vers le 2e étage. Dans la chambre de Camille, Élise s'assit au bord du lit. La fillette était assise dans son fauteuil roulant, les yeux baissés. « Salut, petite lumière, » dit Élise doucement. « Tu pars vraiment ?»« Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que parfois, on doit faire des choix difficiles. »« Je te déteste, » murmura Camille. Élise sourit tristement. « Non, tu ne me détestes pas. Tu es en colère. Et c'est normal. Tu m'avais dit que tu resterais. Non, je t'ai dit que si je partais, ce ne serait pas parce que je ne t'aime pas. C'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. » Élise prit les mains de Camille. « Écoute-moi. Tu es forte, plus forte que tu ne le penses. Et tu vas continuer à progresser, avec ou sans moi. Je ne veux pas sans toi. Je sais, mais tu peux. Tu peux faire tellement de choses, Camille. Des choses que tu ne crois même pas possibles. Tu peux... » « Quoi ? Marcher ?» cracha Camille avec amertume. « Je ne marcherai jamais. »« Si, tu marcheras. »« Non. »« Si, » insista Élise. « Tu veux savoir comment je le sais ?» Camille ne répondit pas. « Parce que tu as déjà fait des choses impossibles. Tu as recommencé à parler, à bouger tes mains, tes jambes. Tu as décidé d'essayer. Et ça, Camille, c'est le plus difficile. » Les larmes coulaient sur les joues de la fillette. « Reste, s'il te plaît. » Élise ferma les yeux, la douleur visible sur son visage. « Je ne peux pas. » Et puis quelque chose se passa, quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Camille posa ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Élise. « Je te montre. » Et sous les yeux stupéfaits d'Élise, Camille pressa ses mains contre les accoudoirs, prit une inspiration profonde et poussa. Ses bras tremblèrent, ses jambes se raidirent, et lentement, centimètre par centimètre, elle se souleva. « Camille, non, tu vas te faire mal. »« Tais-toi » gronda Camille entre ses dents serrées. Elle se leva, debout, tremblante, instable, mais debout. Ses jambes supportaient son poids. Élise porta ses mains à sa bouche, les larmes jaillissant. « Mon Dieu !» Camille fit un pas, puis un autre. Ses mouvements étaient maladroits, hésitants, comme ceux d'un faon nouveau-né. Mais elle marchait. Elle traversa les 3 mètres qui la séparaient d'Élise et tomba dans ses bras. Les deux s'effondrèrent au sol, sanglotants. « Tu vois ?» murmura Camille contre l'épaule d'Élise. « Je peux. Alors reste, s'il te plaît. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Théo entra. Il avait entendu les pleurs et il vit sa fille, debout dans les bras d'Élise. Le monde s'arrêta. Le temps sembla suspendu dans cette chambre au 2e étage de la mansion Lambert. La lumière du matin traversait les rideaux de voile blanc, créant des motifs ondulants sur le parquet en chêne. Camille était effondrée dans les bras d'Élise, toutes deux assises par terre, tremblantes, pleurant. Et Théo, figé dans l'embrasure de la porte, regardait sa fille. Sa fille qui venait de marcher. 3 ans. 3 longues années de fauteuil roulant, de médecins qui répétaient que c'était impossible, de nuits blanches passées à prier un Dieu auquel il ne croyait plus. Et là, maintenant, dans cette chambre baignée de lumière printanière, Camille avait traversé la pièce sur ses propres jambes. Élise leva les yeux vers lui. Son visage était mouillé de larmes, ses cheveux châtains collés sur ses joues. Il y avait dans son regard quelque chose de bouleversé, de profondément ému, mais aussi de brisé. « Théo » murmura-t-elle. Il ne pouvait pas parler. Sa gorge était nouée, serrée comme dans un étau. Il tomba à genoux à côté d'elle, tendit les bras vers Camille. « Ma puce !» Sa voix se brisa. « Tu...
Tu as marché. Camille tourna son visage vers lui. Ses yeux bleus, les yeux de Sophie, étaient rouges, gonflés. Mais il y avait dedans quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis l'accident. De la fierté. « J'ai marché, papa », dit-elle d'une voix tremblante, épuisée. « J'ai vraiment marché. »« Oui, oui, tu l'as fait. » Il l'a pris dans ses bras, la serra contre lui, comme si elle allait disparaître. « Mon Dieu, tu l'as fait. » Élise se leva lentement, s'essuyant les yeux avec le dos de sa main. Elle semblait chancelante, comme si elle venait de courir un marathon. Elle fit un pas vers la porte. « Élise » dit Théo sans lâcher Camille. « Attendez » Elle s'arrêta, le dos tourné. « Je dois y aller » murmura-t-elle. « Non, pas maintenant, pas après ça. Surtout après ça » répliqua-t-elle, la voix cassée. « Vous avez vu ce qu'elle a fait. Elle a marché, Théo. Elle n'a plus besoin de moi. »« Ce n'est pas vrai » dit Camille, toujours blottie contre son père. « J'ai besoin de toi. » Élise ferma les yeux, prit une grande inspiration. « Tu es forte maintenant, Camille. Tu vas continuer à progresser. Avec ton papa, avec des kinés. Tu n'as pas besoin... J'ai besoin que tu restes, » coupa la fillette, « parce que tu es la seule qui me voit vraiment. » Élise se retourna lentement. Les larmes coulaient à nouveau. « Ma chérie, s'il te plaît. » Camille tendit une main tremblante vers elle. « Ne pars pas, pas comme maman. » Le coup porta. Élise vacilla, comme frappée physiquement. Théo vit la douleur traverser son visage. Et il comprit. Il comprit que ce n'était pas seulement sa trahison qui la poussait à partir. C'était la peur de s'attacher, la peur de perdre encore, comme lui. « Élise, » dit-il doucement, « je sais que je vous ai fait du mal, je sais que j'ai trahi votre confiance, et je ne peux pas défaire ça, mais restez, pas pour moi, pour elle. » Élise le regarda longuement, les yeux brillants. « Ce n'est pas juste pour elle, » murmura-t-elle. « Faye, tu le sais. »« Je sais, » admit-il. Le silence s'installa, lourd, chargé d'émotions trop grandes pour être mises en mots. Finalement, Élise s'agenouilla devant Camille, prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, si je reste, ce ne sera pas comme avant, d'accord? Les choses doivent changer. »« D'accord, » dit Camille immédiatement. « Je ne suis pas ta maman. Je ne peux pas la remplacer. Personne ne peut. Je sais. Et ton papa et moi, nous devons parler. Beaucoup. Parce que ce qui s'est passé, ça fait mal. Et ça ne va pas disparaître d'un coup. » Camille hocha la tête. Élise regarda Théo. « Je reste, » dit-elle, « mais pas comme employée, et pas dans cette maison où je me sens surveillée. »« Les caméras, » dit Théo immédiatement, « je vais les enlever. Toutes, aujourd'hui même. Ce n'est pas juste ça. C'est la confiance. Et ça prend du temps à reconstruire. Je sais, et je ferai ce qu'il faut. Je vous le promets. » Élise se leva, épuisée. « Je dois rentrer chez moi, réfléchir. On parlera demain. »« D'accord, » dit Théo. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêta, se retourna une dernière fois vers Camille. « Je suis fière de toi, petite lumière. Tellement fière. » Et elle partit. Cet après-midi-là, Théo appela l'entreprise de sécurité. « Je veux que vous retiriez toutes les caméras. Aujourd'hui. Maintenant. » Le technicien sembla surpris. « Monsieur Lambert, nous avons installé un système complet il y a seulement quelques semaines. Vous êtes sûr que... » « J'en suis absolument certain. Envoyez quelqu'un immédiatement. » 2 heures plus tard, un homme en salopette bleue sonnait à la porte. Théo le guida à travers la mention. Salon, bibliothèque, chambre de Camille, couloir, et regarda en silence tandis qu'il démontait chaque petit dispositif dissimulé. Quand ce fut terminé, Théo prit la boîte contenant toutes les caméras, descendit au sous-sol et les jeta dans la poubelle, fort, violemment. Comme s'il pouvait ainsi effacer sa honte. Mais la honte restait. Il remonta, s'assit à la table de la cuisine et resta là, tête entre les mains, dans le silence de la maison trop grande. Camille roula jusqu'à lui dans son fauteuil. Elle était trop épuisée pour marcher à nouveau, mais elle avait marché et c'était déjà immense. « Papa ? Oui ? Tu l'aimes bien, Élise ?» La question le prit au dépourvu. « Pourquoi tu demandes ça ? » « Parce que tu as pleuré quand elle est partie. »« Je ne t'ai jamais vu pleurer. » Théo leva les yeux vers sa fille. « J'ai pleuré quand maman est morte. Je sais, mais c'était différent. Là, tu avais peur de la perdre. Pas parce qu'elle est morte, mais parce qu'elle a choisi de partir. L'intelligence de cet enfant de 6 ans le sidéra. Tu as raison, admit-il. J'ai peur. De quoi ?
de tout gâcher. Encore. Camille roula plus près, posa sa petite main sur celle de son père. Alors ne gâche pas. Si seulement c'était aussi simple. Le lendemain, Élise revint en fin de matinée. Elle ne portait pas son casaque militaire habituel, mais un pull en laine gris perle et un gant noir. Ses cheveux étaient détachés, tombant sur ses épaules. Elle avait l'air d'avoir aussi peu dormi que lui. « Camille dort », dit Théo en ouvrant la porte. « Elle s'est épuisée hier. Je peux imaginer. » Ils se regardèrent un moment, mal à l'aise. « Vous voulez du café ?»« Oui. » Ils s'installèrent dans la cuisine. Théo prépara le café en silence, versa 2 tasses, s'assit en face d'elle. « J'ai retiré les caméras, » dit-il sans préambule. « Toutes. Elles sont à la poubelle. » Élise hocha la tête. « Merci. Ce n'est pas suffisant. Je le sais. »« Non, ce ne l'est pas. » Le silence tomba, lourd. « Pourquoi vous les avez installées ?» demanda-t-elle finalement. « La vraie raison, pas la peur, pas la protection de Camille. La vraie raison. » Théo prit une grande inspiration. « Parce que j'avais peur de ressentir quelque chose pour vous. » Élise leva les yeux, surprise. « Quoi ? Depuis l'accident, je me suis fermée. À tout le monde. Parce que si je ne ressens rien, je ne peux pas souffrir. Mais vous êtes arrivé et tout a changé. Camille changeait. La maison changeait. Et moi, je changeais. Et ça me terrifiait. Alors je me suis dit que si je vous surveillais, si je gardais un contrôle, je pourrais, je ne sais pas, gérer ça. Mais tout ce que j'ai fait, c'est vous blesser et me détester encore plus. » Élise but une gorgée de café, les yeux fixés sur la table. « Vous savez ce qui me fait le plus mal ?» dit-elle doucement. « Ce n'est pas les caméras. C'est que vous n'avez pas eu confiance en moi. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce temps, je sais. Je ne suis pas celle qui va vous trahir, Théo. Je ne suis pas celle qui va abandonner Camille. Mais si vous ne pouvez pas me faire confiance, alors on ne peut rien construire. Vous avez raison. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Théo la regarda droit dans les yeux. « On recommence, de zéro, sans caméra, sans secret, sans mensonge, juste nous 3, essayant de trouver un chemin. Ce ne sera pas facile, je sais. Je ne sais même pas si je peux vous pardonner. Je ne vous demande pas de me pardonner maintenant. Je vous demande juste de rester. Et on verra. » Élise ferma les yeux, pesa ses mots. « D'accord, dit-elle finalement, mais à mes conditions. » Lesquelles ? Je ne travaille plus comme employé. Je viens en tant qu'ami, de Camille, et peut-être de vous. Mais ce n'est pas une relation professionnelle. C'est personnel. Et si ça ne fonctionne pas, je pars. Pour de vrai. Compris. Et vous devez être honnête avec moi. Toujours. Même si c'est difficile. Même si ça fait mal. Je le serai. Et on va lentement. Pas de précipitation. Pas de promesses qu'on ne peut pas tenir. Lentement, répéta-t-il. D'accord. Élise tendit la main par-dessus la table. Alors d'accord. Il prit sa main. Elle était chaude, ferme, et pour la première fois depuis des jours, il respira. Les semaines suivantes furent un mélange étrange de progrès et de cicatrisation. Camille commença une kinésithérapie intensive avec un spécialiste recommandé par le docteur Moreau. 3 fois par semaine, un homme dans la quarantaine nommé Philippe Garnier venait à la mention avec son équipement portable et guidait Camille à travers des exercices douloureux mais nécessaires. Les premiers jours, Camille pleurait. Ses muscles, atrophiés après 3 ans d'immobilité, hurlaient à chaque mouvement. Mais elle ne voulait pas abandonner. Pas maintenant qu'elle savait que c'était possible. Élise venait chaque après-midi. Elle n'assistait plus aux séances de kiné. Philippe insistait pour travailler seul avec Camille. Mais elle arrivait après, quand la fillette était épuisée, et elles peignaient ensemble, lisaient, ou restaient simplement assises dans le jardin sous les tilleuls. Théo, lui, apprenait à lâcher prise. Il laissait Élise entrer sans la suivre. Il ne posait pas de questions constantes, il n'essayait pas de contrôler. Il faisait confiance. C'était le plus difficile qu'il ait jamais fait. Mais lentement, quelque chose changeait. Les conversations entre lui et Élise devenaient plus profondes. Ils parlèrent de Sophie, quelque chose dont Théo n'avait jamais pu parler avec personne. Il lui raconta comment ils s'étaient rencontrés à l'université, comment elle riait tellement fort que tout le monde se retournait, comment elle voulait 3 enfants et un chien, comment elle était morte en tenant la main de Camille pendant que les pompiers découpèrent la voiture. Élise l'écoutait sans le plaindre, sans le juger. Juste l'écouter.
Et elle parla de Léa, de comment sa petite sœur voulait être artiste, de comment Élise se réveillait parfois la nuit en sentant l'odeur de la fumée, de comment elle avait passé 2 ans en thérapie pour surmonter la culpabilité du survivant. « On ne s'en remet jamais vraiment », dit-elle un soir, assise sur le canapé du salon, une tasse de thé entre les mains. « On apprend juste à vivre avec, à porter le poids différemment. » « Comment vous faites ? Je me concentre sur ce que je peux faire maintenant, pas sur ce que j'aurais pu faire avant. » Théo hocha la tête. « J'aimerais être comme vous. Vous y arriverez, avec le temps. » Et pour la première fois, il y crut. Mi-juin. Le soleil brûlait sur Lyon, transformant la ville en un paysage de pierres blondes et de terrasses bondées. La mansion Lambert, d'habitude fraîche grâce à ses épais murs en calcaire, commençait à se réchauffer. Un samedi matin, Camille annonça qu'elle voulait sortir. « Dehors, tu es sûr ?» demanda Théo. « Oui, je veux aller au parc, celui avec les canards. » Théo et Élise échangèrent un regard. Camille ne parlait pas du jardin de la mansion. Elle parlait du parc de la Tête d'Or, l'immense parc public au cœur de Lyon. « Tu veux y aller en fauteuil ?» demanda Élise prudemment. « Non, je veux marcher. »« Ma puce, le parc est grand. Tu ne pourras pas marcher tout le trajet. Alors je marcherai un peu. Et après, je prendrai le fauteuil. Mais je veux essayer. » Comment refuser? Ils préparèrent tout avec soin. Le fauteuil roulant pliant dans le coffre de la Mercedes de Théo, des bouteilles d'eau, un chapeau pour protéger Camille du soleil. Élise monta à l'avant à côté de Théo, Camille à l'arrière. Quand ils traversèrent les rues de Lyon, la rue de l'Antiquaille descendant la colline, le pont sur la Saône, les boulevards bordés de platanes, Camille colla son visage contre la vitre, les yeux écarquillés. « Ça a changé », murmura-t-elle. « Quoi ?» demanda Théo. « Tout. Je ne me souvenais pas que c'était si grand. » Théo sentit sa gorge se serrer. Camille n'avait pas quitté la mansion depuis l'accident. 3 ans enfermée dans cette maison, dans ce fauteuil, dans ce silence. « C'est beau, hein ?» dit Élise. « Oui, c'est très beau. » Au parc de la Tête d'Or, ils trouvèrent un parking et sortirent. Théo installa le fauteuil, mais Camille refusa de s'y asseoir immédiatement. « Je veux marcher d'abord. »« D'accord, mais je reste à côté de toi. » Elle prit la main de son père d'un côté, celle d'Élise de l'autre, et ils commencèrent à avancer. Ses pas étaient lents, hésitants, maladroits, mais c'étaient ses pas. Ils longèrent le grand lac, où des cygnes glissaient paresseusement, dépassèrent des familles assises sur des couvertures, des enfants courant après des ballons, des couples se tenant la main, des vies normales. Après 15 minutes, Camille était épuisée. « Je peux m'asseoir maintenant. » Théo l'installa dans le fauteuil et ils continuèrent la promenade. Mais quelque chose avait changé. Camille souriait, vraiment souriait. Ils s'arrêtèrent près d'un stand de glace. Théo acheta 3 cornets, fraises pour Camille, citron pour Élise, chocolat pour lui. Ils s'assirent sur un banc à l'ombre d'un chêne centenaire. « Papa ?» dit Camille en léchant sa glace. « Oui, je suis contente qu'on soit sortis. Moi aussi, ma puce. On peut revenir ? Autant de fois que tu veux. » Camille regarda Élise. « Tu viendras avec nous ?» Élise sourit. « Bien sûr. » Et à ce moment-là, assis sur ce banc au milieu du parc, entouré de gens, de rires, de vie, Théo comprit quelque chose. Ils n'étaient plus une famille brisée. Ils étaient une famille qui se reconstruisait. Début juillet, Élise vint à la mansion avec une proposition. Ils étaient dans la cuisine, c'était devenu leur lieu de conversation, moins formel que le salon, plus intime que la bibliothèque. Théo préparait le dîner. Des pâtes à la carbonara, une recette qu'il avait perfectionnée ces dernières semaines. Élise épluchait de l'ail, assise au comptoir. « J'ai réfléchi à quelque chose, » dit-elle. « À quoi ?»« À Bordeaux, au poste qu'ils m'ont offert. » Théo faillit lâcher la cuillère en bois qu'il tenait. « Vous allez l'accepter ?»« Non, mais ça m'a fait réaliser quelque chose. Ce que je veux vraiment faire, c'est-à-dire... » Elle posa le couteau. « Je veux créer un centre, ici à Lyon, pour des enfants comme Camille, des enfants traumatisés qui ont besoin de plus qu'une thérapie standard, un lieu où on combine art, mouvement, écoute, où on ne les traite pas comme des cas médicaux mais comme des êtres humains. » Théo se retourna complètement vers elle. « C'est une idée incroyable, mais ça demande de l'argent, beaucoup. Un local, du matériel, du personnel qualifié, et je n'ai pas les ressources pour... Je les ai. »
Élise le fixa. Quoi? J'ai l'argent. Et j'ai du temps. Depuis l'accident, je me suis retiré de mes affaires, mais j'ai des investissements, des revenus passifs. Je peux financer ça. Théo, je ne peux pas accepter que ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans quelque chose qui a du sens et je veux le faire. Pas seulement pour vous, mais pour Camille, pour tous les enfants comme elle. Élise resta silencieuse un long moment. Vous êtes sérieux? Absolument. Pourquoi? Il posa la cuillère en bois, s'essuya les mains sur un torchon et s'approcha d'elle. Parce que vous m'avez montré qu'il était possible de reconstruire. Pas seulement Camille, moi aussi. Et je veux que d'autres aient cette chance. Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. Merci. Vous n'avez pas à me remercier. Vous avez sauvé ma fille et vous m'avez sauvé moi. C'est le minimum que je puisse faire. Elle se leva, s'approcha de lui et pour la première fois, l'embrassa sur la joue. Merci, répéta-t-elle dans un souffle. Et Théo sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Août arriva avec sa chaleur écrasante. Camille progressait de jour en jour. Elle pouvait maintenant marcher pendant 20 minutes sans aide, monter et descendre les escaliers avec supervision. Elle riait plus souvent. Elle dessinait constamment. Des maisons, des arbres, des personnages avec des robes bleues. Un soir, Théo monta dans sa chambre pour lui souhaiter bonne nuit et la trouva penchée sur un grand dessin. « Qu'est-ce que tu dessines ?»« Un champ de lavande. » Il s'approcha. Le dessin était étonnamment détaillé pour une enfant de 6 ans. Des rangées de fleurs violettes, un ciel bleu éclatant, et au centre, une petite fille en robe bleue, debout, les bras ouverts. « C'est magnifique, ma puce. C'est mon dessin d'espoir, celui que j'ai fait avec Élise, mais en plus grand. Pourquoi un champ de lavande? Parce que maman disait qu'elle m'emmènerait un jour, en Provence, pour voir les lavandes. » Théo sentit sa gorge se nouer. « Tu te souviens de ça? » ?»« Oui. Elle disait que c'était le plus bel endroit du monde. » Il s'assit sur le bord du lit. « Tu veux y aller? Vraiment? » ?»« Oui. Tous les trois. Toi, moi et Élise. Pour voir les lavandes. » Les yeux de Camille s'illuminèrent. Ce serait incroyable. Alors on le fera. Et 3 semaines plus tard, ils prirent la route vers la Provence. Le plateau de Valensole, en plein mois d'août, était exactement comme dans les cartes postales. Des champs de lavande s'étendaient à perte de vue, ondulant sous le vent comme des vagues violettes. L'air était saturé de leur parfum sucré, entêtant, presque hypnotique. Théo gara la voiture sur le bas-côté d'un petit chemin de terre. Ils descendirent tous les trois, Camille marchant lentement, tenant les mains de Théo et Élise. Camille cherchait ses mots. « C'est plus beau que dans mes dessins. »« Beaucoup plus, » sourit Élise. Ils avancèrent entre les rangées de lavande. Camille s'arrêtait souvent, touchant délicatement les fleurs du bout des doigts, respirant leur parfum, riant quand les abeilles bourdonnaient autour d'elle. « Maman avait raison, » murmura-t-elle. « C'est le plus bel endroit du monde. » Théo sentit les larmes monter. Il pensa à Sophie, à son rire, à ses projets, à tout ce qu'elle ne verrait jamais. Mais il pensa aussi à Camille, debout dans ce champ, vivante, en mouvement, heureuse. Et il pensa à Élise, à côté de lui, qui avait rendu tout cela possible. « Merci, » dit-il doucement à Élise. « De quoi? De ne pas être partie, de nous avoir donné une chance. » Elle le regarda, et il vit dans ses yeux quelque chose de nouveau, quelque chose de doux, de vulnérable. « Merci de m'avoir laissé rester, » répondit-elle. Camille, quelques mètres devant eux, tournoya lentement, les bras ouverts, la tête levée vers le ciel. « Regardez, je danse. » Ce n'était pas vraiment de la danse, juste des mouvements maladroits, instables. Mais pour elle, pour eux, c'était tout. Théo et Élise se rapprochèrent, formant un cercle avec Camille au centre. Et là, dans ce champ de lavande sous le soleil de Provence, ils restèrent. Une famille reconstruite, imparfaite, mais vivante. Février, Lyon, sous la neige. Les toits des immeubles de la presqu'île blanchis, la Saône gelée sur ses bords, les terrasses des brasseries vides et froides. Le centre Léa, nommé en l'honneur de la sœur d'Élise, avait ouvert ses portes en janvier dans un ancien atelier de soie rénové du quartier de la Croix-Rousse. Murs en briques apparentes, grandes fenêtres laissant entrer la lumière, salles colorées remplies de livres, de peintures, de tapis doux. 15 enfants étaient déjà inscrits. Des enfants avec des traumas divers, accidents, maladies, deuil. Des enfants qui avaient besoin d'un espace pour guérir.
Élise dirigeait le centre avec une équipe de 3 personnes, une art-thérapeute, un kiné spécialisé et une psychologue. Théo gérait les aspects administratifs et financiers, visitait régulièrement, parlait avec les parents. Camille, elle, allait à l'école maintenant. Une école ordinaire, avec des enfants ordinaires. Elle boitait encore légèrement, mais elle marchait. Elle courait même un peu, et elle était heureuse. Un dimanche après-midi, Théo et Élise se promenaient dans le vieux Lyon après avoir fermé le centre. Les rues pavées étaient glissantes sous la neige fondue. Élise portait son vieux casaque militaire vert, Théo un manteau en laine noire. « Comment va Camille à l'école » demanda Élise. « Bien, elle s'est fait une amie, Chloé. Elles sont inséparables. Je suis contente. » Ils marchèrent en silence un moment. « Élise ? Oui ? Est-ce qu'on peut parler de nous ?» Elle s'arrêta, le regarda. « Nous ? Oui, nous, toi et moi. Pas seulement Camille, pas seulement le centre. Nous. » Elle sembla hésiter. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que ces derniers mois, j'ai appris à te connaître. La vraie toi, et j'aimerais qu'on essaie. Pour de vrai. Pas juste comme amis, comme plus. » Élise baissa les yeux. « Théo, je ne sais pas si... Je ne te demande pas de répondre maintenant. Mais je voulais que tu saches ce que je ressens. Parce que tu m'as appris à être honnête, et je le suis. » Elle leva les yeux vers lui, les joues rougies par le froid. « J'ai peur, avoua-t-elle. De quoi ? De tout gâcher, de perdre ce qu'on a. Toi, moi, Camille, c'est précieux. Et si on essaie quelque chose et que ça ne marche pas, alors on aura essayé, et on trouvera un moyen de gérer. Mais ne pas essayer, ça serait pire. Pour moi, en tout cas. » Élise resta silencieuse un long moment. Puis, lentement, elle tendit la main. « On va lentement ? Aussi lentement que tu veux. » Elle sourit. « Alors d'accord. » Il prit sa main. Elle était froide, mais il la serra fort. Et ils continuèrent à marcher dans les rues de Lyon, côte à côte, vers un avenir qu'ils construiraient ensemble. Juillet. 1 an jour pour jour après le champ de lavande. La mansion Lambert avait changé. Les fenêtres restaient ouvertes en permanence maintenant. Des rires d'enfants résonnaient souvent dans le jardin. Le piano dans le salon, silencieux depuis 3 ans, avait été accordé et Camille prenait des leçons. Pour son 7e anniversaire, Camille avait voulu une fête simple. Dans le jardin, avec ses amis de l'école, les enfants du centre Léa et bien sûr Théo et Élise. Ils avaient installé des tables sous les tilleuls, accroché des guirlandes lumineuses, préparé un gâteau au chocolat énorme. En fin d'après-midi, quand les enfants jouaient au foot sur la pelouse et que les parents discutaient autour de verres de rosé, Camille s'approcha de Théo et Élise, assis côte à côte sur le banc en fer forgé près de la roseraie. « Merci, » dit-elle simplement. « De quoi, ma puce ?» demanda Théo. « De m'avoir ramené. On n'a rien fait. C'est toi qui as fait tout le travail. » « Non. » Elle secoua la tête. « Vous m'avez montré que c'était possible, que je pouvais revenir. » Élise la prit dans ses bras. « Tu as toujours été là, petite lumière. Tu étais juste éteinte un moment. Mais ta lumière n'a jamais disparu. » Camille sourit, se dégagea de l'étreinte et retourna en courant vers ses amis. Théo regarda Élise. « Elle a raison, tu sais. À propos de quoi ? Tu nous as ramenés, tous les deux. » Élise posa sa tête sur son épaule. « On s'est ramenés mutuellement. » Et c'était vrai. Parce que guérir n'était jamais un acte solitaire. C'était un pont construit lentement, pierre par pierre, entre des gens brisés qui décidaient d'essayer encore. C'était le courage de rester quand partir serait plus facile. C'était la confiance reconstruite après la trahison. C'était l'amour, pas le grand amour romantique des films, mais l'amour quotidien, patient, imparfait. L'amour qui disait « Je te vois, je reste, on essaie ». Et alors que le soleil couchant inondait le jardin d'une lumière dorée, que les rires des enfants flottaient dans l'air d'été, que Camille dansait pieds nus sur l'herbe, Théo et Élise comprirent que c'était ça, le miracle. Pas les caméras qui surveillaient, mais les cœurs qui s'ouvraient.